Merci, merci les amis d'accueillir avec autant de chaleur un Vendéen en Normandie. Il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, au-delà de la pluie, je suis heureux d'être parmi vous. Évidemment, d'abord parce que au milieu de ces pommiers qui sont lourdement chargés de beaux fruits, je me sens un peu chez moi, pardon monsieur et dames, puisque je suis un enfant de la ruralité. J'habite là où je suis né, dans la maison, dans la ferme que mon grand-père avait achetée avant la guerre. Je suis comme vous un provincial. Je suis comme toi, mon cher Hervé, un décentralisateur et un Girondin plutôt qu'un Jacobin. Évidemment, quand on est Vendéen, c'est compliqué d'être Jacobin. Un de mes premiers combats, lorsque je suis arrivé à Beauvau, il est peu connu parce qu'il concerne plus les élus que le grand public, c'était que j'en avais marre, moi, que dans chaque département, dans les régions, l'État n'était pas dirigé avec une autorité unique. L'État avait plusieurs voix, qu'il y avait un foisonnement d'agences, de machins, d'opérateurs. Et j'ai mis quelques mois, mais j'ai imposé qu'un décret puisse donner à chaque préfet une autorité sur l'ensemble des directions départementales, sur l'ensemble des opérateurs et des agences, allant même d'ailleurs jusqu'à leur permettre d'évaluer, de revenir sur des décisions que des agences, évidemment, avaient prises. J'ai été président d'intercommunalité, j'ai été président de département, président de région, moins brillant que votre président, je l'avoue bien sûr, parce que c'est indépassable, la Normandie et Hervé Morin. Mais j'ai tellement souffert devant un État qui avait plusieurs voix, qui était incapable de diriger un territoire, et je pense que cette unité de commandement, elle est fondamentale. Il y a d'autres raisons, évidemment, qui font que je suis très, très heureux d'être ici, c'est que je suis entouré d'amis. Alors ici, aujourd'hui, ce n'est pas une réunion LR, mais c'est pour moi une cousinade. C'est une cousinade. Parce que je pourrais... Je ne vais pas le faire. Si je commence, c'est terminé. Je pourrais citer mes amis ici. Je vais quand même citer David. J'ai un faible un peu pour David, pour plein de raisons. Il est sénateur. Bien. Il est LR. Mais il est premier vice-président. Enfin, il est plus premier vice-président. Il est président désormais du groupe majoritaire. Et je voudrais, à travers lui, saluer les parlementaires qui sont ici, députés, je vois Joël et quelques autres, les sénateurs, les amis, même des vice-présidents, Agnès Evren qui est venue de Paris. C'est dire qu'il se passe quelque chose aujourd'hui en Normandie. Les Parisiens arrivent, ils arrivent en général le week-end, c'est vrai. Mais mon petit doigt me dit que Agnès est venue pour d'autres raisons, notamment de fidélité, pas vis-à-vis de moi, mais d'abord vis-à-vis d'Hervé. Merci Agnès, qui est une fabuleuse présidente de fédération. Vraiment, je veux saluer tous les amis sénateurs qui, je veux pas, non, si je commence à citer des noms, je n'y arriverai pas. Ils sont LR, ils sont centristes, c'est la grande famille de droite et du centre. Pour moi, c'est ma famille. C'est notre famille, celle qui porte nos convictions. Voilà, merci à vous. Évidemment, je veux saluer, je sais qu'ils sont nombreux, les maires, les conseillers départementaux, monsieur le président de département aussi, comme j'ai été président du département de la Vendée, ça me touche beaucoup, les conseillers régionaux, et puis vous tous, les amis, qui êtes des militants, des amis d'Hervé, et je remercie évidemment Hervé de pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Vous savez, on n'est pas les mêmes, mais on partage beaucoup, beaucoup de convictions, et peut-être un comportement politique un peu similaire. Évidemment, avec Hervé, on n'est pas du même parti. Je viens de le dire. On n'est pas du même terroir. On n'est pas du même parti, mais on est de la même famille politique. De la même famille politique. Tu l'as dit, mais j'étais jeune député en 95-96 et j'ai refusé d'ailleurs de voter à l'époque l'abolition du service militaire parce que je voyais bien que rien n'était prévu derrière pour essayer de faire en sorte que quelque chose reste comme un creuset qui permette à tous les jeunes Français de communier sous finalement le patriotisme, sous le même drapeau tricolore. Avec Hervé, on n'est pas du même parti. On est de la même famille politique. On partage les mêmes convictions. La conviction, par exemple, que la façade d'une mairie, ça n'est pas un panneau d'affichage. Et que seul
et que seul le drapeau tricolore, nos couleurs, mes amis, nos valeurs, a droit de citer sur ce qui reste pour nous, mesdames, messieurs les maires, une maison commune. La France archipélisée a besoin de se rassembler. Et la mairie exprime précisément, dans une commune, le mot commune, c'est le mot commun, un cadre commun. C'est ce qui nous manque le plus. Alors ne gâchons pas ces occasions de nous rassembler. Et croyez-moi, je rappellerai par les préfets, dès demain, et dès aujourd'hui d'ailleurs, aux maires qui auront choisi d'afficher le drapeau palestinien sur les mairies, qu'ils ne respectent pas la loi de la neutralité républicaine française. Et s'il le faut, nous déférerons leur décision au tribunal administratif. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs pour des drapeaux palestiniens. Ça m'est arrivé à Nice aussi pour faire retirer un drapeau israélien. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a une ligne et quand on a une ligne, on la tient pour les uns comme pour les autres. Oui, avec Hervé, on partage beaucoup de convictions communes, évidemment. Celle, bien entendu, que l'ordre est une condition préalable à la liberté. Quand vous avez la chienlit, vous n'avez plus la liberté d'aller et venir. Que l'ordre est un préalable aussi à l'égalité quand c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, où le plus vulnérable, le plus petit est écrasé. Ça n'est pas l'égalité républicaine. Il faut l'ordre aussi pour garantir la fraternité. Parce que quand il y a la chienlit, il y a la violence. Il y a la violence, il n'y a plus la fraternité, il y a la discorde. Je partage aussi avec Hervé Morin cette idée qu'il a exprimée devant vous, qu'on ne peut pas redistribuer tout pendant qu'on n'a pas créé de richesse. C'est un principe de base. Je partage avec lui tant d'autres idées, de belles idées qui sont le socle de nos convictions de droite. Bien sûr, ni du même parti, ni du même terroir, mais de la même France. Nous appartenons à la même France, avec son histoire, sa géographie. Cette histoire qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, cette géographie vendéenne, normande, qui a sculpté nos tempéraments, nos caractères, la mer pour le grand large, l'esprit de conquête, et puis la terre pour l'enracinement, pour la profondeur. C'est ce qui nous caractérise, cette espèce de balancement, cet équilibre, cet enracinement. Un sociologue américain, Christopher Lasch, avait dit un jour, et il était de gauche, il était démocrate, il avait dit un jour, le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Avec Hervé, nous sommes des enracinés. Nous ne sommes pas de nulle part, nous sommes de quelque part, parce que nous savons que c'est dans le lieu que s'inscrit désormais le lien. Le lieu, c'est le lien. Nous cultivons le lieu parce que nous savons que le lieu est habité par quelques-uns et que ces quelques-uns tissent les uns avec les autres une trame de lien humain. Et nous en avons besoin parce que les hommes et les femmes ne sont pas des monades, mais ont besoin des autres, de cette altérité. C'est le socle, je pense, de beaucoup de nos convictions. Alors bien sûr, je suis vendéen, puis bien sûr, il est normand. Je sais que, mon cher David, on est venu célébrer un mariage. C'est un clin d'œil, private joke. Le mariage de la basse et de la haute Normandie, il y a 10 ans. Quelle chance vous avez. Moi qui sais ce que la force fédérative d'une identité peut apporter. Et à chaque fois qu'on peut ajuster les périmètres administratifs sur les périmètres affectifs et donc historiques, alors on gagne comme vous avez gagné. Bien sûr, il y a un bon président de région, bien sûr, il y a des hommes et des femmes, mais justement, cette unité retrouvée, elle est fédératrice. C'est une force motrice, aussi bien pour les élus que tous les chefs d'entreprise. Et je veux célébrer à travers Jeanne, tu l'as agonie par 2 reprises, les cotons-tiges. Jeanne, vraiment, c'est la reine. Et à travers elle, je salue vraiment tous nos chefs d'entreprise, normands bien sûr, mais aussi français. Et puis, dernière similitude, c'est peut-être la plus importante. Avec Hervé, nous sommes tendus vers une échéance, 2027. Parce qu'ensemble, nous allons célébrer le millénaire de Guillaume le Conquérant. Mes amis, je voudrais répondre aux différentes questions que Hervé m'a adressées tout au long de sa si brève intervention.
Elle l'était. Il est chez lui et c'est son moment. D'abord, la politique, c'est le court terme, mais c'est aussi le moyen, le long terme. Et les questions s'adressaient finalement à ces deux temporalités. D'abord sur le court terme, avec toutes les raisons de s'inquiéter. Et sur le long terme, avec toutes les raisons d'espérer. D'abord sur le court terme. Bien sûr que la situation politique est difficile. Je la vis et j'éprouve sa morsure chaque jour. La morsure entre une volonté de faire bouger les lignes et le constat que nous n'avons pas au Parlement, à l'Assemblée nationale, une véritable majorité qui nous permettrait de bousculer les choses, de renverser la table. Comme tu l'as dit, si nous sommes entrés au gouvernement il y a très précisément 1 an. J'ai été nommé ministre de l'Intérieur par Michel Barnier il y a 1 an, jour pour jour. Ce choix qui a été un choix délicat, parce que j'ai toujours été un opposant à Emmanuel Macron. Le choix, ce n'est pas le choix d'un parti, c'est le choix pour un pays. C'est le choix pour éviter le pire, pour éviter les pires. Éviter le pire, c'est le chaos que ne veulent pas les Français. Éviter les pires, c'était la gauche mélenchonisée, vous vous rendez compte? Imaginez un seul instant la droite qui aurait dit non. Le président de la République qui institutionnellement se serait retourné vers ceux qui alors auraient numériquement eu le plus grand nombre de députés si la droite s'était retirée finalement. Vous auriez eu Rima Hassan comme ministre des Affaires étrangères. Vous auriez eu M. Delogu peut-être comme ministre de l'Éducation nationale, Éric Coquerel à l'économie et Sandrine Rousseau au travail, elle qui professe le droit à la paresse. Quand on est de droite, on essaie de faire barrage à la gauche, à cette gauche-là, mélenchonisée, bien évidemment. C'était un pari risqué, mais c'est un pari dont les 12 mois qui viennent de s'écouler montrent que nous avons eu raison de le prendre, ce pari. Parce que, souvenez-vous, il y a 1 an, la droite était comme effacée. Aujourd'hui, nous sommes constamment, chaque jour, dans les médias audiovisuels ou dans les journaux. Nous sommes dans le cœur de l'actualité. Nous avons, et nous sommes la famille politique qui avons le plus progressé depuis 1 an, dans toutes les élections législatives partielles ou municipales partielles. Et dans 8 jours, nous gagnerons la 2e circonscription, ma chère Agnès, de Paris, avec Michel Barnier. Et nous avons renoué le fil avec les Français, comme tous les sondages le montrent. Évidemment, ce sont des résultats qui sont fragiles. Et aujourd'hui, tu l'as dit Hervé, il faut que nous affrontions une nouvelle décision. Cette décision, elle est très simple. Devons-nous, oui ou non, rester au gouvernement? Sébastien Lecornu a été nommé. Il n'est pas du tout incompatible. C'est un homme de droite. Je connais un certain nombre de ses convictions. Et en plus, c'est un Normand, je crois. Bien. Il a un seul défaut, il n'est pas vendéen. Ce qui me laisse un peu de marge de manœuvre. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. De quoi va dépendre notre décision? D'abord, cette décision, elle n'a rien d'automatique. Je le dis et je le répète. Quand j'entends parler depuis des semaines, tout le débat politique en France tourne autour de la fiscalité. Mais c'est incroyable. Dans le pays qui taxe le plus, on parle de la fiscalité. C'est normal, de l'attaque Zuckman, je vais vous dire. Je ne le connaissais pas, Gabriel Zuckman. Quand j'ai vu qu'il était français, je me suis dit, bah oui, c'est normal. Parce que nous, les Français, on a quelque chose d'admirable. C'est l'imagination fiscale. C'est une horreur fiscale, bien entendu. Hervé a tout dit, je n'y reviendrai pas. Mais le problème, ce n'est pas chez nous les taxes, les impôts. Le problème, c'est la dépense publique. C'est la dépense publique. Et croyez-moi, la première règle, celle que j'ai énoncée auprès de Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, c'est que, avant de faire la poche des Français, il faut que l'État se serre la ceinture, évidemment. Et puis, il y a le régalien.
Moi, ce qui me frappe, c'est que une grande majorité des Français, y compris de gauche désormais, veulent plus de sécurité et moins d'immigration. Alors si demain, moi, on m'explique que parce que la gauche, parce que les amis d'Olivier Faure ne veulent pas entendre parler de la sécurité, de l'immigration, pour que nous les contrôlions, ce sera sans nous, ce sera sans moi. Parce que, avant tout, il ne s'agit pas d'entrer dans un gouvernement, il s'agit sans doute de procurer à la France un peu de stabilité, mais pas à n'importe quel prix. Pas à un prix précisément qui irait à l'encontre des intérêts supérieurs de la nation, des Françaises et des Français. C'est la règle que nous devrons observer. Voilà pour ce qui concerne le court terme. Je voudrais maintenant me projeter dans le moyen terme, parce que c'est ce que vous attendez d'un homme ou d'une femme politique comme d'un président d'une grande collectivité, c'est qu'il dessine un avenir, il prépare un avenir. Parce que sinon, nous allons ployer sous le poids des problèmes et on va s'enfermer justement dans une espèce de neurasthénie, dans la mesure où on verra que ce qui ne va pas sans se projeter vers ce qui pourrait aller beaucoup mieux. Pour que les choses aillent mieux en France, je pense qu'il nous appartient, nous, des amis, vous qui vous reconnaissez des convictions de la droite ou du centre, il nous appartient, nous, de relever la droite et le centre, notre famille politique. Il n'y aura pas d'échéance gagnante, croyez-moi, en 2026 au municipal, ni en 2027, si on ne fait pas ce travail-là. Ce travail, on doit le faire dans deux directions. Si on veut que durablement les Français croient en nous, il faut qu'on leur dise qu'on n'est plus la droite paresseuse qu'ils ont pu connaître, mais qu'on est devenu une droite travailleuse. Il faut qu'on leur dise aussi qu'on n'est plus cette droite peureuse qui avait si peur de la police de la pensée médiatique, mais aussi politique de la gauche et de ses sbires, mais que nous sommes devenus une droite courageuse. Ce sont ces deux conditions qui nous permettront de relever la droite et le centre, notre famille politique, pour qu'ensuite nous puissions relever la France. Comment fait-on? La droite paresseuse ou la droite travailleuse? Moi, ce qui me surprend beaucoup quand vous retournez depuis ces dernières années, combien d'idées nouvelles a mis la droite en réalité dans le débat public? Si peu. Si on est totalement intoxiqué dans le débat public par les idées de gauche, M. Zucman et les autres, c'est parce qu'on ne sait pas nous-mêmes proposer des idées un peu neuves pour contrer précisément ces idées. Jean Delat de Tassigny, qui n'est pas Guillaume le Conquérant, mais qui a quand même signé le 8 mai 1945 à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie et qui est un Vendéen né au même endroit que Clémenceau, autre Vendéen. Incroyable, hein? Deux hommes si différents. L'un était un bouffeur de curé, Clémenceau, et l'autre de tradition aristocratique, catholique. Ils sont nés, l'un est né, incroyable. L'un est né rue du Temple, c'est pas celui qu'on croit, c'est Jean Delattre, et l'autre est né rue de l'Église. C'est extraordinaire. Jean Delat de Tassigny, que j'aime beaucoup, j'ai ces deux d'ailleurs tuteurs dans mon bureau, ces portraits. Jean Delat de Tassigny avait cette phrase que j'utilise souvent pour dire que c'est bien de frapper l'adversaire, mais c'est encore mieux de frapper son imagination. Or, aujourd'hui, la droite, trop souvent, a répété, comme des slogans éculés et en boucle, des slogans que nous avons hérités des décennies passées sans rien renouveler. Et il faut faire du neuf. Non pas parce que je suis un néophyte, enfin, tout ce qui est nouveau serait fabuleux. Ça serait se condamner à avoir un destin de feuille morte que d'aller dans le sens du vent. Mais aujourd'hui, tout a changé. La certitude, c'est que plus rien ne sera comme avant. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est devenu dangereux, qui est devenu menaçant, où c'est la loi du plus fort qui en impose au plus faible, où c'est la force qui veut dominer le droit. C'est le monde dans lequel nous sommes et il faut en tirer les conséquences au niveau notamment de l'Europe. L'Europe a été, si j'ose dire, séduite par une devise d'un Français, Benjamin Constant, du 19e siècle, qui avait dit « L'âge du commerce commence, l'âge de la guerre est terminé ». Mais non, l'âge de la guerre, nous y sommes. Et la guerre
Et le commerce devient d'ailleurs aussi une dimension de la guerre hybride. Il faut se réveiller. L'Europe s'est trompée. Elle a participé à la désindustrialisation. Elle a participé à l'affaiblissement de notre agriculture. Mais il nous faut une Europe. Parce que la mondialisation se reconfigure dans des grandes plaques continentales, idéologiques. Définitivement, Huntington a gagné sur Fukuyama. Et notre réponse, ça doit être l'Europe, mais pas n'importe quelle Europe, pas une Europe qui soit bureaucratique. L'Europe a fait le choix de la réglementation plutôt que de l'innovation. On a voulu, avant même d'avoir une intelligence artificielle qui se développe, on a réglementé. Et puis ensuite, on se demande pourquoi est-ce que nous sommes une colonie, notamment numérique, des États-Unis. L'Europe a fait ce choix de la réglementation plutôt que de l'innovation. Elle a fait le choix du consommateur plutôt que du producteur. Mais il faut des producteurs pour avoir des salariés, Jeanne, n'est-ce pas? Donc il faudra changer d'Europe, qui accepte d'être une vraie puissance. Mais surtout en France, rien n'est plus pareil dans le monde, rien n'est plus pareil en France. Franchement, la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. On ne peut pas dire, nous, c'était mieux avant. Ça, c'est de la nostalgie. Et la nostalgie, ça ne peut pas être en politique une stratégie. Mais aujourd'hui, je vous assure, là où je suis, c'est un bon observateur. C'est un poste d'observation. Et nous sommes arrivés au bout d'un système. Ce système, on ne le réparera pas. On ne pourra pas lui mettre des rustines. On ne le rafistolera pas. Il va falloir changer profondément, évidemment. La ligne que je pense qu'il faut que la droite et le centre adoptent, c'est une ligne très simple qui avait été d'ailleurs énoncée par un Premier ministre anglais il y a longtemps. Réformer ce qu'il faut et conserver ce qu'il vaut. Oui, réformer, parce que le statu quo n'est plus une option. Si vous imaginez qu'on relèvera l'hôpital uniquement avec des moyens supplémentaires, vous vous trompez. Il faut débureaucratiser l'hôpital et confier justement la gouvernance plutôt au corps médical qu'au corps administratif. Si vous pensez qu'on améliorera la justice uniquement avec des moyens, non, si vous n'avez pas une révolution pénale, j'en parlerai, vous ne ferez rien de plus. Si vous voulez mettre toujours plus d'instituteurs, de professeurs dans les écoles, vous n'arriverez à rien. Il va y avoir 100 000 enfants de moins. Il faut un autre système éducatif. La réforme, mes amis, la réforme, oui, changer ce qu'il faut, mais conserver ce qui nous tient et ce à quoi nous tenons. Parce qu'il y a des cadres communs, il y a des repères qui ne doivent pas être soumis à la loi et sacrifiés à cette loi du mouvement perpétuel. On sera critiqué, certains nous trouveront trop libéraux, d'autres nous trouveront trop conservateurs. Moi, je n'ai aucune leçon à reprendre, ni à me laisser imposer. De celles et de ceux qui, pendant des années, ont fait la réclame pour que les frontières soient abaissées, pour que finalement il y ait une sorte d'idéologie où on dirait que les peuples sont interchangeables, sans aucun soin des racines des uns ou des autres. Tout ceux-là qui ont dit qu'il fallait se jeter dans une globalisation à tout crin. Or, partout, pas seulement en France, le peuple de France le veut. Mais ce que j'observe, au gré de mes prégressions européennes, c'est que toutes les nations européennes, tous les peuples, désormais, ont la même demande. Une demande de protection, une demande de continuité historique. Nous voulons rester nous-mêmes, ce que nous sommes, avec nos repères, oui, avec ce drapeau, avec cette histoire, notre géographie, la géographie extérieure, qui ne serait pas défigurée par les éoliennes, mais nos paysages intérieurs, peuplés de notre culture, de notre civilisation. Partout, les peuples demandent la même chose, en Europe et en France. Mes amis, j'entends parfois, à droite, dire il faut que la droite soit sociale. Bien sûr, la question sociale est en train de revenir au premier plan. La question, notamment à travers le pouvoir d'achat, j'en parlerai. Mais je pense que précisément, si on veut demain parler à la classe moyenne, classe populaire, aux gens les plus modestes, bien sûr qu'on doit leur parler en termes de niveau de vie, mais on doit leur parler en termes aussi de niveau de vie. Il y a des patrimoines matériels et il y a des patrimoines immatériels. Jean Jaurès avait dit un jour la patrie. La patrie est le seul bien de ceux qui n'en ont pas. Quand vous n'avez pas de patrimoine matériel important, vous tenez d'autant plus, mes amis, un patrimoine immatériel
qui vous peuple intérieurement, dans lequel vous avez grandi. Eh bien, nous parlerons aux Françaises et aux Français à la fois avec la langue de ce patrimoine matériel, mais aussi la langue de ce patrimoine immatériel. Nous serons une droite qui inventera, qui imaginera, et je vous donnerai quelques propositions qui pourront défrayer la chronique et qui pourraient peut-être changer le paysage de demain. Droite paresseuse, non, une droite travailleuse, c'en est terminé. Droite aussi peureuse, alors que moi j'appelle la droite être une droite courageuse. Notre génération, mon cher Hervé, et pour tant d'autres, nous avons connu cette droite qui souvent cédait aux injonctions d'une gauche dominante, dominant le paysage politique, le paysage intellectuel, universitaire, le paysage médiatique. Une gauche qui considérait que tout ce qui n'était pas à gauche, c'était de l'extrême droite. Et une droite qui courbait les chines, rasait les murs, baisait le regard. C'était l'époque où Maurice Druon, académicien, ministre de la Culture, Maurice Druon avait cette phrase: en France, il existe deux partis de gauche, dont l'un par convention s'appelle la droite. Et je me souviens de la phrase d'un Premier ministre, de François Mitterrand, qui essayait de composer le petit théâtre de l'antifascisme avec cette phrase en disant: savez-vous quelle est la différence entre la droite et l'extrême droite? C'est la même qu'il y a entre une pensée et une arrière-pensée. Eh bien, mes amis, ce que je vous propose, c'est que nous soyons fiers de nos valeurs, de nos convictions. Ce que je vous propose, c'est que jamais nous ne reculions face précisément à cette police de la pensée, face aux injonctions d'une gauche qui a tant fait de mal à la France. Nous sommes fiers d'être de droite et du centre, fiers de nos convictions, et plus jamais nous ne reculerons. Je n'ai pas eu peur de déclencher une polémique. Je n'ai pas eu peur de déclencher une polémique lorsque j'ai dit que désormais, dans les conditions de masse où elle se produisait, l'immigration n'était plus une chance pour notre pays. Les désordres migratoires conduisent aussi aux désordres sécuritaires. Je suis bien placé pour le savoir. De même que je n'ai pas reculé et j'ai assumé pour dire que les délires 68ards, cette société fabriquée par l'idéologie 68arde, avait enfanté d'une fabrique de barbares. Oui, mes amis, sous les pavés, il n'y avait pas la plage, il y avait la rage, une rage juvénile de ces jeunes, de ces adolescents, de plus en plus jeunes, qui commettent des faits graves, parfois même des crimes, parce qu'ils sont habités d'un syndrome de toute puissante, parce qu'ils ne se sentent tenus par aucun cadre, aucune autorité. Mais on a tellement déconstruit, aplani les autorités, déconstruit les hiérarchies. Qu'est-ce qui nous reste de commun? Mais croyez-moi, ça ne sera pas la victimisation qu'il faudra pour qu'on puisse redresser le cap. Il faudra une vraie réforme pénale, une vraie réforme de la justice des mineurs, réforme pénale bien sûr, pour qu'on abandonne cette justice qui est une justice le plus souvent de l'auteur, pour qu'on réévalue la justice en fonction de la victime. Je citais hier, où on était avec Agnès autour de Michel Barnier, c'était sa dernière réunion publique avant le premier tour dimanche, le cas de cette personne que j'ai rencontrée qui est tétraplégique. Tétraplégique à la suite précisément d'une agression, une agression extrêmement brutale. Extrêmement brutale. Qu'est-ce qu'elle en a à faire de savoir si son agresseur a des circonstances atténuantes? Si son agresseur, c'était la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois. La justice de l'acte, ça doit être une justice qui considère l'acte en lui-même, avec les conséquences sur la victime. Et puis, il faut changer aussi la justice des mineurs, parce que l'immense problème auquel on est confronté, et on le sera de plus en plus si on ne rectifie pas de cap, c'est ces mineurs violents. Vous n'imaginez pas l'explosion, justement, de cette violence, cette ultra-violence des mineurs, qui n'ont désormais plus aucune empathie pour leurs semblables. Eh bien, nous n'y arriverons pas sans profond changement. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un fait grave, où il y a du sang, où il y a des morts, où ce sang, ces morts sont provoqués par des mineurs, je demande
sur les fiches de police ou gendarmerie que je reçois, chaque jour, je demande systématiquement les antécédents judiciaires. Et je me rends compte qu'à chaque fois, ce n'est pas 10, ce n'est pas 15, ce n'est pas 20 antécédents judiciaires. C'est parfois plus de 30. Ça veut dire que la société a reculé, a abandonné sa responsabilité face à ces jeunes violents. On a dit oui, mais il faut les éduquer. Il y a la pédagogie par la sanction. Mais vous êtes des pères et des mères de famille et on sait parfaitement quand on éduque que la sanction fait partie justement de la prévention et de l'éducation. Et on enferme, on continue à enfermer dans un long parcours de délinquance ces jeunes. Ils volent un œuf, un bœuf, etc. Et ils montent, de plus en plus fort, de plus en plus violents. Et au bout du chemin, il y a des morts. La sanction tombera, ce sera la prison, mais on ne pourra pas rectifier parce que c'est trop tard la trajectoire humaine de ces jeunes. Et c'est ce qui est terrible. Ce que nous proposerons, c'est une révolution pénale, notamment pour ces jeunes, pour que ces jeunes, en réalité, puissent trouver une butée avec des peines de prison, de courtes peines, 8 jours, 15 jours, dans des établissements qui ne seront pas les établissements où on enferme les trafiquants de drogue dangereux ou les terroristes, qui seront des maisons adaptées qui coûteront beaucoup moins cher. Mais si on ne prend pas cette décision le plus vite possible, en réhabilitant la sanction, notamment pour les mineurs, alors notre société basculera définitivement dans la violence. C'est encore rattrapable. Oui, il y a une espérance. Oui, mon cher Hervé, il y a un espoir. Mais il faudra assumer des décisions fortes, des réformes, qui seront des réformes systémiques si on veut y arriver. Une droite courageuse, une droite travailleuse, c'est ce que je souhaite parce qu'il faut que la droite et le centre retrouvent cette grande inspiration de notre famille politique qui, pendant des années, a réussi à accorder ce que j'appelle les grandes permanences françaises aux grands bouleversements du monde. C'est ce que nous devons nous trouver. Et en participant au gouvernement, je l'ai bien vu. J'ai parlé tout à l'heure de risque. Croyez-moi, chaque jour, moi j'éprouve la difficulté de l'exercice. J'aimerais tellement avoir une majorité au Parlement pour faire passer des lois qui soient des lois qui changent tout, qui renversent la table. Mais ça n'est pas possible aujourd'hui. J'espère que ça le sera demain. C'est pour ça qu'on commence à travailler pour demain, pour qu'une heure luise dans la nuit. Mais même au gouvernement, ce que je veux vous dire, parce que j'en ai marre des mensonges des uns ou des autres, et notamment du Rassemblement national. Depuis 2012, il y avait une circulaire qu'on nommait la circulaire Valls pour régulariser à tour de bras les clandestins. La droite en parlait, qui l'a abrogée? C'est nous qui l'avons abrogée. Depuis qu'elle a été abrogée, c'est moins 38% de régularisation en France. Qui le dit? Qui le sait? Ce n'est pas le Rassemblement national qui l'a fait, c'est nous. La droite n'ose même plus, depuis des années, parler d'assimilation. J'ai signé, il y a plusieurs mois, une circulaire pour la naturalisation en disant on doit revenir au texte. Le texte, c'est le Code civil. C'est l'article 21-24 du Code civil. Nul ne peut être naturalisé s'il ne fait la preuve, justement, de son assimilation à la communauté française. Moi, je réhabilite l'assimilation. Bien sûr, c'est une exigence, l'assimilation. L'assimilation, ça n'est pas le droit à la différence, c'est beaucoup mieux que ça. C'est le droit à la ressemblance. Être semblable dans le champ politique de la citoyenneté. C'est ça la naturalisation. Mais il faut une exigence, il faut aimer la France. Être français, pour moi, ce n'est pas un bout de papier. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et depuis que j'ai signé cette circulaire, moins 23% de naturalisation. Ce qui montre qu'on peut reprendre les choses, même quand il n'y a pas de grandes lois qui sont accessibles parce qu'on n'a pas cette majorité arithmétique à l'Assemblée nationale. Qui a réuni 26 autres pays européens pour changer la directive qui, pour moi, est la pire de toutes en matière migratoire parce qu'elle donne, quand il y a un clandestin, un étranger en situation irrégulière, elle lui donne un délai de départ volontaire. Donc, vous lui donnez un délai de départ volontaire de 30 jours, vous pourriez dire qu'il s'est évanoui dans la nature. Eh bien, dans quelques mois, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, nous aurons cette directive qui sera, comment dirais-je, abrogée pour être retranscrite dans un règlement. La règle, ce sera l'éloignement forcé. Voilà, ça sera cela. C'est nous qui l'avons fait.
Dernier exemple. Qui a fait voter la loi narcotrafic, qui est née au Sénat, mes amis sénatrices et sénateurs? Ben, c'est nous. Et croyez-moi, le narcotrafic, c'est une cause pour moi aussi dangereuse aujourd'hui. C'est une cause nationale aussi dangereuse qu'a pu l'être ces dernières années, précisément le terrorisme. Eh bien, c'est nous, la droite, le centre, avec au Sénat aussi l'ensemble des groupes, parce qu'il faut bien dire qu'on a réussi un travail transpartisan. C'est nous qui avons donné à la France cette nouvelle organisation pour l'État et ce nouvel arsenal qui nous permettra de lutter à armes égales, j'espère, avec les plus grands narcotrafiquants. En revanche, mes amis, qui s'est opposé à l'Assemblée nationale, à l'initiative que nous avions eue au Sénat, d'ailleurs, qui venait de chez nous, de notre groupe parlementaire, les 15 jours de contrepartie pour avoir un RSA, parce qu'une allocation, ça n'est pas un dû, voilà. Qui a refusé de voter? C'est le Rassemblement national. Qui a refusé, là aussi, de voter contre la réforme de l'assurance chômage pour créer plus d'incitation à rentrer, à retrouver le travail? C'est le Rassemblement national. Qui a refusé de voter les retraites? Parce que si vous croyez, si vous pensez un seul instant, vous savez, moi j'étais dans l'opposition, je savais que cette réforme elle n'était pas populaire. Ça aurait été si facile pour moi de me planquer sous la table. Je parlais tout à l'heure du courage. Qu'est-ce que c'est le courage en politique, les amis? Le courage, c'est parfois d'assumer des décisions impopulaires. Le courage, c'est de prendre des risques, pas de prendre la tangente. Et quand il s'agit du pays, je prends souvent cet exemple. Est-ce que vous croyez un seul instant qu'il y a 60-70 ans, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,6. Est-ce que vous croyez que le régime par répartition pourra continuer à servir des bonnes pensions si justement il n'y a pas de réforme? On est à 64 ans. La moyenne des autres pays européens, c'est 66 et même au-delà de 66 ans. Il faut ouvrir les yeux. Madame Le Pen, son groupe ne l'a pas voté. Et lorsqu'elle était interrogée il y a quelques semaines par un journaliste, je crois que c'était sur LCI, pour dire faut-il faire des économies et notamment réduire les postes dans la fonction publique, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Ah non, ça c'est un truc de droite. Non, ça c'est un truc de bon sens. Parce que je défie quiconque. On parlait tout à l'heure des économies de l'État. Mais la masse salariale, c'est le premier poste des dépenses publiques. Et plus vous avez effectivement de postes, notamment d'administration administrante, bien sûr on veut des policiers, bien sûr on veut des gendarmes, bien sûr on veut des infirmières. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que ce qui a grossi, c'est l'administration administrante, celle qui contrôle, celle qui édicte des normes. Tout se tient, mes amis. Donc, pour résumer, on ne peut pas se réclamer du général de Gaulle, quand j'entends M. Bardella, et avoir un programme économique qui soit celui de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas possible. De même qu'on ne peut pas dire à tout bout de champ qu'on veut relever la France tout en renversant tous les gouvernements, avec LFI, bien évidemment. Parce que ce n'est pas ça la politique, ce n'est pas un jeu de chamboule-tout. Alors moi je pense qu'il faut qu'on relève la droite, qu'elle soit travailleuse, qu'on invente des nouvelles solutions pour les Françaises et les Français, une droite qui sera fière de ce que nous sommes, fière de nos valeurs, mais surtout, il va falloir, pour envisager l'avenir, qu'on s'appuie sur ce que j'appelle la majorité silencieuse. Je pense que moi, l'espérance viendra dès lors qu'on redonnera la parole aux Françaises et aux Français que j'appelle la France des honnêtes gens. C'est vous, la France des honnêtes gens. La France des honnêtes gens, c'est la France qui travaille, c'est la France qui se lève tôt, c'est la France qui n'agresse pas, qui ne casse pas, c'est la France qui élève ses enfants avec toutes les difficultés qu'une famille peut rencontrer aujourd'hui pour élever des enfants, avec la concurrence des écrans, etc., etc. Ça n'est pas simple. C'est ça la France des honnêtes gens. C'est celle à laquelle je veux redonner la parole parce que c'est la France silencieuse. Non pas qu'elle n'ait rien à dire, mais c'est parce que les hommes et les femmes politiques n'en ont rien à faire. Parce que depuis des années et des années, ils se sont tournés, ils ont fait de la politique comme on fait du marketing. Ils ne s'adressaient plus au peuple français comme à un seul peuple, mais comme à des tranches de peuple. Les minorités d'abord, la majorité, on n'entendait jamais. Eh bien, nous allons redonner précisément la voix, sa voix à la majorité silencieuse, à la France des honnêtes gens. La France des honnêtes gens, ce n'est pas une France qui est repliée sur elle-même. C'est une France qui est solidaire.
C'est une France qui est généreuse. C'est la France, en réalité, qui pratique cette solidarité dans l'entreprise, dans les associations, dans son village, dans son quartier. C'est une France qui sait parfaitement que l'État ne peut pas tout faire, mais que la société peut faire beaucoup. Et c'est une France, mes amis, qui sait parfaitement que dans une nation, au sein d'un peuple, le sort de chacun dépend des efforts de tous. Mais elle en a marre que ces efforts-là, ce soit toujours à elle qu'on les demande. Toujours à ceux qui payent, qui travaillent, qui cotisent. Toujours les mêmes. Ça n'est plus possible. J'avais plusieurs oppositions avec le plan Bayrou parce que je considérais qu'il était profondément injuste. Peut-on demander à cette France des honnêtes gens, à ces retraités qui ont bossé dur pendant toute une vie, beaucoup plus que 35 heures, une année blanche, au moment où, en réalité, on ne ferait rien pour ceux qui ne travaillent jamais? Moi, ce que je propose, ce que nous proposons précisément, c'est de créer un écart vrai, un écart important entre le salaire de travail et le revenu de la solidarité. Comment on fait? Nouvelle idée, on crée un compte social. Il y a un truc incroyable, c'est que l'État connaît à l'euro près votre situation fiscale. Il y a un compte fiscal qui vous suit à l'euro près. Il n'y a pas de compte social. Et moi, ce que je propose, ce que nous proposons, c'est qu'on mette toutes les aides, les allocations dans un compte social. Toutes les allocations qui viennent de l'État, qui viennent des collectivités, pour qu'on puisse les plafonner à 70% du SMIC, pour qu'à chaque instant, on mesure bien qu'il y ait cet écart entre le revenu de la solidarité et le revenu du travail. C'est ce que veulent les Français qui travaillent, les classes moyennes, les classes populaires. Cette idée des 2 jours fériés, de la suppression des 2 jours fériés, bien sûr qu'on a un énorme déficit de travail en France, énorme déficit de travail. Il n'y a pas assez de monde au travail et un déficit dans les heures travaillées. Mais franchement, ne pas payer les journées supprimées, c'est-à-dire travailler plus pour gagner moins, ça n'est pas, nous, notre logiciel. Ce que nous proposons précisément, c'est un seuil libératoire. C'est nouveau, écoutez-moi bien. Il faut travailler plus. Aujourd'hui, c'est 1707 heures. Il faut sans doute passer à 16 ou 20 heures de plus. Mais à partir de là, l'idée, c'est un seuil libératoire. On considère qu'avant, les Françaises et les Français ont payé leur dû et ensuite, il n'y a plus de cotisation ni patronale ni salariale. Ça veut dire qu'on réussit à donner du pouvoir d'achat aux salariés sans justement amputer la compétitivité des entreprises. Ça, c'est fondamental. Et on sort des boniments que la gauche nous raconte depuis les années Mitterrand et avec les 35 heures. Mes amis, travaillez moins et vous vivrez mieux. Non. Ça, c'est ce qui a appauvri la France et les Français. Je vous rappelle, il y a 25 ans, un Allemand et un Français, même pouvoir d'achat, même niveau de vie, PIB par habitant. 25 ans plus tard, la différence, elle est de 7 000 euros. Pas pour le Français, mais pour l'Allemand. Il y a eu un problème. Ce problème, c'est les 35 heures, c'est le manque de travail. Eh bien, demain, nous dirons aux Français, on va proposer ce seuil libératoire et à partir de ce seuil, eh bien, ce que vous gagnerez, ce sera pour vous. Voilà. Alors qu'en France, aujourd'hui, quand on donne 1 000 euros d'augmentation ou 500 euros d'augmentation, les 2/3 des Français donnent plus qu'ils ne garderont pour eux. C'est impossible. Et enfin, comment voulez-vous faire comprendre à la France des honnêtes gens qu'on va toucher aux franchises? Peut-être, je pense que notre système social est en train de s'effondrer parce que la gratuité, la déresponsabilisation, finalement, participe à cet effondrement. Mais comment voulez-vous dire aux Français, écoutez, on va doubler les franchises si on ne touche pas à la sécurité sociale où tout est gratuit, des clandestins qui viennent, qui violent nos frontières, qui ne respectent pas nos lois et qui, eux, on ne toucherait à rien du tout, l'aide médicale d'État. C'est incompréhensible. Donc évidemment, il y a des économies, il y a des centaines de millions d'économies à faire aussi là-dessus, mais si on doit faire des efforts et demander des efforts aux Français, il faut les demander à tous et notamment à celles et à ceux qui ne respectent pas nos lois. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Il faudra donc assumer qu'on sorte de décennies de social-étatisme. Le social-étatisme inventé par la gauche, mais parfois continué par la gauche, par la droite, c'est une définition que vous allez retenir. Tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui ne bouge plus, on le réglemente. Mais alors, ce qui ne bouge plus du tout, on le subventionne. Ça, c'est le social-étatisme. On ne s'en tirera pas si on ne tourne pas cette page. Et puis, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. Je terminerai sur ce point-là. Ce sera, pour moi, la grande question, un des nœuds gordiens que nous devrons trancher au moment de la prochaine élection présidentielle. La France des honnêtes gens en a marre d'être appelée toujours à l'effort, alors que d'autres se planquent, abusent, profitent du système. Mais elle en a encore plus marre, parce qu'elle se demande qui gouverne, qui a le pouvoir. Elle voit les majorités se succéder de gauche et de droite, mais les politiques ne changent pas. Les politiques publiques ne changent pas. Aujourd'hui, je vous disais, il y a très précisément 1 an, nous sommes rentrés aux côtés de Michel Barnier au gouvernement. Il y a très précisément 1 an, c'est la première information que j'ai eue lorsque j'ai été nommé ministre de l'Intérieur. La jeune Philippine avait été violée et tuée par un individu qui n'aurait jamais dû être en liberté. Jamais, jamais. Avec les amis sénateurs, avec Olivier Marleix, qui est maintenant disparu à l'Assemblée nationale, et d'autres, que je veux saluer ici, Joël et d'autres, nous avons forgé une loi pour que ces individus qui n'ont rien à faire sur le sol français, qui sont dangereux, soit ils ont tué, ils ont violé, ils menacent les intérêts fondamentaux de la nation, ce sont des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, les textes, c'est 3 mois. On peut les retenir après la prison en centre de rétention administrative, simplement 3 mois. Dans la plupart des pays européens, c'est jusqu'à 12 mois. La directive européenne stipule qu'on peut garder ces individus jusqu'à 18 mois. Et nous, c'est que 3 mois. Et nous, notre volonté, c'était de passer de 3 mois à 7 mois pour protéger la société française. Le Conseil constitutionnel a censuré. Le Conseil constitutionnel a censuré. Je ne peux pas, comme ministre de l'Intérieur, renvoyer des individus dangereux, y compris qui ont du sang français sur les mains, parce que dans un certain nombre de pays, la Cour européenne des droits de l'homme me dit « Mais monsieur Retailleau, dans ces pays-là, ils n'auraient pas le droit à un procès équitable, donc gardez-les chez vous. » Qu'est-ce qu'on doit faire? Protéger les droits individuels de ces individus dangereux ou protéger l'intérêt général de tous les Français, de la société française? Voilà, mes amis, le point qu'il nous faudra trancher. Nous sommes parvenus à un moment où je suis favorable à l'état de droit. Mais je me souviens de ce texte de Pierre Rosanvallon dans Le Monde cet été. Je le cite au mot près. Les magistrats incarnent autant que les élus le principe démocratique de la souveraineté populaire. Je dis non. Non. La loi, ce sont les élus. L'interprétation de la loi, ce sont les magistrats. Mais l'état de droit, c'est avant tout la séparation des pouvoirs. Quand il n'y a plus de séparation des pouvoirs, alors il n'y a plus de droit. Moi, ce que je conteste, ce ne sont pas des décisions de justice. Ce n'est pas que les magistrats ne fassent pas leur travail, mais c'est que certains tirent des jurisprudences, des décisions qui sortent totalement des textes ou des traités. Totalement des textes et des traités. Totalement. Et nous sommes dans une démocratie libérale. Il y a 2 termes qui sont aussi importants l'un que l'autre. Ça veut dire la démocratie, la source du droit, c'est la souveraineté populaire, le vote. Et libéral parce que, même quand on est majoritaire, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, d'écraser, par exemple, les droits des minorités. Il faut respecter un cadre juridique. Et comme nous sommes aussi des libéraux, je pense à Tocqueville, un Normand, nous savons que l'état de droit a été inventé pour contenir l'arbitraire de l'exécutif ou de l'État, évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de déséquilibre. On ne sait plus si c'est la démocratie qui prédomine ou si ce sont ce qu'appelle Fukuyama une sorte de vétocratie. Hervé, il y a quelques instants, parlait justement de tous ces projets. Il y a quelques années, il fallait 1 an et demi pour faire un parking. Désormais, il en faut 2, 3 fois plus de temps. La vétocratie. La vétocratie, c'est que nous tombons dans un régime où tout est fait pour que les choses n'avancent plus. Nous tombons dans un régime où, précisément, les élus du peuple, députés, sénateurs, ne gouvernent plus.
eh bien, il faudra trancher cette question en révisant la Constitution, en élargissant les possibilités d'appeler les Français précisément à considérer, mais surtout à voter par le référendum sur un certain nombre de grandes questions. Il faudra réétudier l'aspect du contrôle de constitutionnalité, mais aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans ces régimes. Et la question se pose partout. C'est sans doute ce qui a permis d'ailleurs à M. Trump d'être élu aux États-Unis. Mais dans tous les pays européens, cette question qui est fondamentale, qui gouverne? Qui gouverne? Sont-ce les élus, les représentants du peuple ou d'autres précisément? Nous devrons la trancher. C'est ce que nos compatriotes attendent de nous. C'est ce que nous ferons. Et pour conclure définitivement, ce que je voudrais vous dire un peu solennellement. Parce que oui, comme le disait Hervé, aujourd'hui, la France hésite. La France est montrée du doigt. Quand je vais au sommet européen qui réunit les 27 ministres de l'Intérieur, on me demande souvent, on se penche vers moi d'un air compassionnel en me disant « Alors Bruno, comment ça va ? Comment ça va aller demain ? Est-ce qu'il y aura un nouveau gouvernement ?» Il y a un espoir qui est le suivant. Je parlais, moi, de la majorité silencieuse. Je pense qu'il y a une polarisation de la société française politique, une extrême polarisation. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois dans la Ve République, un parti qui dispose d'un grand groupe parlementaire, les Insoumis, a théorisé la conflictualisation, la brutalisation du débat. Ils mettent dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, des cibles en disant que la police tue. Ils instrumentalisent à des fins politiciens le vote communautariste. Ils soufflent sur les braises de l'antisémitisme. Ce sont les Insoumis. Il y a une extrême polarisation du champ politique. Mais vous voyez, le constat que je fais, c'est que la société française est beaucoup moins polarisée. Sur les questions régaliennes, de migration, de sécurité, plus de 70% des Français veulent plus de sécurité, moins d'immigration, y compris désormais l'électorat de gauche, y compris désormais l'électorat de gauche. On a un problème en France, c'est qu'on a un désalignement entre une gauche parlementaire et politique qui est loin de sa base en réalité. C'est un désalignement et encore plus flagrant, ce désalignement vis-à-vis de la gauche européenne, où les sociodémocrates sont beaucoup plus à droite que les gens de gauche en France. Bien moi, je pense, y compris d'ailleurs, les 80% désormais de Français qui pensent que notre système social, ils y contribuent plus que ce qu'ils peuvent en recevoir. Donc je crois qu'il y a cette France de la majorité silencieuse avec laquelle nous allons pouvoir travailler pour ouvrir de nouveaux chemins. J'ai simplement une crainte, c'est que demain, nos enfants, nos petits-enfants nous demandent des comptes parce que nous n'aurions pas fait suffisamment. Nous n'aurions pas été à la hauteur de l'enjeu et de l'histoire et du moment. Eh bien, moi, je veux regarder mes enfants, demain les petits-enfants, dans les yeux pour leur dire que non, nous n'avons pas reculé, que pour la France, nous avons tout donné. Ce que je veux, c'est que cette crainte qui doit nous tarauder, quand on aime notre pays, comme vous et comme moi, nous sommes des patriotes, je pense que cette crainte, on doit en faire une force. On doit en faire un aiguillon pour notre action, comme un serment. Le serment que, la droite, jamais plus ne sera faible, jamais plus ne reculera, que nous porterons fièrement nos idées, que 2, jamais non plus nous laisserons intimider, mais surtout que 3, pour la France, nous donnerons tout. Nous habitons la Normandie, la Vendée, nous habitons et nous sommes de France, ce pays qui a tant donné au monde, qui a connu tant de guerres, tant de bouleversements, tant de sursauts, et qui pourtant a fait que la France a pu donner au monde tant de choses dans son histoire. Cette France-là, nous l'avons dans nos cœurs. Nous l'avons dans nos cœurs comme un bien précieux, comme un trésor. Ce trésor, il a été légué par nos pères, nos arrières, grands-pères, grands-mères, etc. Et nous avons, au moment où je vous parle, dans nos esprits, toutes ces images de ceux qui nous ont précédés, qui ont travaillé dur pour nous donner la France telle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, nous allons nous battre, mes amis. Et si nous respectons le serment que je viens de vous faire pour la France, pour cette droite courageuse, mais aussi pour que nous donnions tout pour notre patrie, pour notre pays, eh bien, croyez-moi, nous volerons de succès en succès. Alors, vive la Normandie, vive la Vendée, vive la République et vive la France! Merci Bruno Retailleau. Vous êtes près de 700 personnes, plus de 700 personnes réunies
ici à Épreuvilles-en-Lieuvin. J'invite les parlementaires à rejoindre la tribune, les parlementaires à venir rejoindre la tribune aux côtés du président élu. Et nous entonnons ensemble la Marseillaise.